à tous. Donc voilà, Chirel l'a dit, je suis gynécologue à Marseille et donc je vais vous parler essayer en tout cas de parler d'avoir de l'endométriose. On va commencer. Voilà, bon, c'est le sommaire. Ce qu'il faut savoir, l'endométriose, c'est hyper important. C'est hyper important, c'est quelque chose, alors je vais le dire de façon pas médicale, c'est quelque chose qui est à la mode. Mais c'est pas pour rien que c'est à la mode. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très fréquent. C'est hyper fréquent, ça touche en moyenne 10% des femmes en âge de procréer. Et les chiffres ne vont qu'en augmentant. C'est-à-dire, on arrive même, peut-être même, il y a une tendance à 15%, 10 à 15% des femmes en âge de procréer. Et c'est pour ça d'ailleurs que en France, il y a très récemment, en 2022, il y a une stratégie nationale qui a été mise en place pour lutter contre l'endométriose, avec trois axes principaux, qui sont selon trois axes principaux, qui sont de promouvoir excusez-moi, juste une seconde. Donc, il y a trois axes principaux. Le premier, c'est promouvoir la recherche. Un diagnostic rapide, un accès aux soins d'endométriose. Donc, il y a des centres de référence qui ont ouvert, voilà, avec un regroupement des professionnels autour de ce sujet. Puis enfin, communiquer autour de l'endométriose. Donc, c'était la stratégie de 2022. Et comme il a dit notre cher président, Monsieur Macron, donc, ce n'est pas un problème de femmes, mais c'est un problème de société, l'endométriose. Donc, voilà, c'est juste pour une petite introduction pour bien situer. C'est vraiment, voilà, tous les congrès de gynécologie, on ne parle que de ça. Il y a énormément de papiers qui sortent là-dessus. C'est quelque chose d'important et vraiment qu'il faut connaître. Donc, c'est quoi? C'est la présence ectopique de tissu endométrial. Donc, il y a ce petit schéma à côté qui a été publié par une équipe de Cochin qui explique très bien les choses et qui est très bien fait. Donc, c'est quoi l'endomètre? C'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de la cavité de l'utérus. Et comment ça se passe l'endométriose? Donc, sa présence ectopique, donc en dehors de son endroit naturel. En fait, qu'est-ce qui se passe pendant les règles? Au niveau de la physiopathologie, c'est la théorie la plus reconnue, c'est que pendant les règles, il y a un reflux menstruel, donc du sang qui va partir via les trompes et qui va aller dans le péritoine. Et du coup, à ce niveau-là, ça va faire des cellules. Ce sang des règles contient des cellules endométriales qui vont aller s'implanter dans le ventre. Et du coup, c'est comme ça que viendrait, je dis viendrait, vous allez voir après, l'endométriose. Pourquoi viendrait? Parce qu'en fait, au niveau de la physiopathologie, on se rend compte qu'il y a il y a d'autres théories qui existent qui sont moins acceptées parce que celle-là, elle est facile à comprendre et c'est voilà, celle qui concorde le plus avec l'anatomie des lésions, tout ça. Il y a aussi des cellules, par exemple, une autre qui dit que c'est de la métaplasie des cellules péritonéales, bon, pas mal de choses. Ça peut aussi être ça, mais en tout cas, principalement, c'est le reflux menstruel rétrograde. Ça touche, donc on l'a vu, 10% des femmes en âge de procréer. Et comment ça va se manifester, cette maladie? Par des douleurs ou bien parfois, de l'infertilité. Donc les douleurs, en fait, ça sera en fonction du lieu où vont aller se déposer les lésions d'endométriose, cet endomètre où il va aller se déposer et il va aller s'implanter. Donc principalement, il y a la vessie en avant de l'utérus. Ensuite, il y a derrière l'utérus. Derrière l'utérus, alors on ne le voit pas sur ce schéma, mais il y a les ligaments utérosacrés. Et enfin, le tube digestif et aussi les ovaires. Donc ça fait des kystes ovariens. Alors, ce pas des kystes à proprement parler, mais en fait, c'est des lésions d'endométriose qui vont aller s'implanter sur l'ovaire et qui vont grossir et ça va donner des kystes. Et c'est chaque fois pendant les règles que ces lésions vont se développer. Du coup, pendant les règles, la femme saigne certes à l'intérieur de l'utérus, mais vu qu'il y a des lésions d'endomètre en dehors de l'utérus, elle va saigner à ce niveau-là, ça va faire de l'inflammation à ce niveau-là, et c'est ce qui va créer ces douleurs et aussi cette infertilité. Donc, il y a trois phénotypes d'endométriose qui sont importants, quatre phénotypes, trois ou quatre, on va voir. C'est l'endométriose superficielle, donc c'est quand il y a des petits bouts, des lésions qui sont en superficie du péritoine. L'endométriose profonde, c'est quand ça pénètre l'organe cible sur une profondeur de 5 mm. L'endométrium, c'est l'atteinte ovarienne. Puis enfin, l'adénomiose, c'est l'endométriose de l'utérus. C'est que parfois, les lésions d'endométriose, elles vont aller creuser, donc elles sont au niveau de l'endomètre, elles vont aller creuser à l'intérieur de l'utérus dans le myomètre. Et enfin, ça s'appelle l'adénomiose. C'est l'endométriose de l'utérus. Donc, comment on diagnostique l'endométriose? Ce qui est hyper important, c'est la clinique. En fait, c'est d'interroger les patientes. Et en interrogeant les patientes, on a déjà pas mal de signes. En fait, on a tous les signes qui nous orientent. Parce qu'on a vu que c'était les douleurs et l'infertilité. Les douleurs, quel type de douleur? Il faut interroger, c'est principalement celle que j'ai écrite ici. En fait, il faut réfléchir au type d'atteinte
qu'on a dans la maladie, qu'on a vu juste la diapo précédente. Et avec ça, on interroge les patientes. Donc, ça fait des douleurs pelviennes pendant les règles, les dysménorrhées, des douleurs pendant les rapports, c'est assez fréquent. Pourquoi? C'est surtout au niveau de l'atteinte des ligaments utérosacrés, c'est au niveau de l'arrière, derrière le col de l'utérus. Et en fait, c'est assez intéressant, c'est assez important d'interroger les patientes là-dessus. Donc, elles ont des dyspareunies, souvent positionnelles. Certaines positions leur font mal, d'autres non. C'est assez évocateur. Il y a des douleurs pelviennes chroniques. Donc, elles viennent souvent à un stade plus avancé de la maladie, en fait, parce que ces lésions, quand c'est chronique, ça fait même plus mal pendant les règles, ça fait mal tout le temps, parce que l'inflammation s'est créée, elle s'entretient. Puis, c'est des patientes qui ont mal tout le temps. Puis, enfin, ensuite, ça fait des signes fonctionnels urinaires ou digestifs, des douleurs au niveau de la vessie, des douleurs rectales, parfois des hématuries, des rectorragies pendant les règles selon là où il y a l'atteinte de l'endométriose. Puis enfin, des douleurs un peu plus rares, les scapulalgies, quand c'est pour les atteintes plus rares, en fait, de temps en temps, on peut avoir une atteinte diaphragmatique qui vont faire du coup avec des douleurs projetées au niveau de la scapula, des sciatalgies quand le nerf sciatique est touché, puis de temps en temps aussi, il y a l'endométriose pulmonaire. Enfin voilà, il y a d'autres situations qui sont, d'autres localisations d'endométriose qui sont rares et qui peuvent faire du coup des douleurs associées au lieu où se trouve la lésion. L'infertilité, ben, ça c'est pareil, facile à trouver à demander à l'interrogatoire. Alors évidemment, si la patiente est douloureuse et qu'elle est infertile, c'est très évocateur, mais aussi pensez en cas d'infertilité idiopathique. On sait que c'est 20% de nos patientes, de nos couples qui consultent qui ont une infertilité idiopathique, et donc c'est important chez ces patientes-là de rechercher de l'endométriose, même si elles n'ont pas mal, du coup, parce que ça peut être le cas. On a vu que l'endométriose peut être asymptomatique également. Et au niveau de l'examen physique, donc ça c'est quand on examine la patiente, avec le toucher vaginal et le toucher rectal. Alors ça se fait de moins en moins avec l'évolution des choses, mais en tout cas le toucher vaginal, ça permet de voir, voilà, de sentir une induration, des nodules au niveau des signes, au niveau des lieux qu'on a évoqués. Au niveau du diagnostic, deuxièmement, une fois qu'on a fait notre interrogatoire, qu'on a des signes qui nous évoquent l'endométriose, ben maintenant il va y avoir l'imagerie. Et l'imagerie, il y a, alors principalement, c'est l'échographie pelvienne et l'IRM pelvienne. C'est les deux principaux examens. Alors l'échographie, on le fait en général en première intention. Pourquoi? Parce que c'est simple, que ça coûte pas cher, que c'est facilement accessible, que le gynécologue, la plupart du temps, il est là dans son cabinet. Sinon, on va chez des radiologues, c'est facile d'avoir des rendez-vous d'échographie. Et c'est particulièrement compétent pour l'adénomiose et les endométriomes. On voit ici les endométriomes, là, il y a l'utérus. Et voilà, c'est cette image hypoéchogène à l'intérieur de l'ovaire qui est assez volumineuse. Et voilà, là, elle fait 8 cm par exemple. Et l'adénomiose, donc pour l'endométriose de l'utérus, c'est une image assez typique. Et l'IRM pelvienne, dans quel cas on va la faire? Alors, elle n'est pas systématique, elle est plus performante, certes, elle a une meilleure sensibilité et spécificité, bien que l'échographie ait déjà des très bons paramètres. Et ça permet un bilan plus précis et plus étendu des lésions. On va le faire par exemple en préopératoire, on va le faire quand l'échographie est revenue normale alors qu'on a une forte suspicion clinique. Ce qui est très important, c'est de le faire chez des radiologues formés dans un centre de radiologie où les radiologues font principalement ça. Pourquoi? Parce que parfois les lésions peuvent être subtiles et forcément, du coup, plus on a l'habitude d'en voir, plus on est formé à ça, plus on aura un diagnostic précis. Donc, c'est important de faire chez des radiologues qui ont l'habitude de ça. L'échographie endorectale, c'est quand on a une atteinte digestive. Donc, c'est important avant un bilan préopératoire ou pour faire le point sur une atteinte, sur le type d'atteinte digestive. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic de certitude de l'endométriose, c'est un diagnostic, on a vu, c'est une lésion histologique. L'endométriose, c'est de l'endomètre qui va s'implanter en dehors de l'utérus. Donc, c'est un diagnostic anatomopathologique. Donc, chez les patientes qu'on opère, ce qu'on enlève, on l'envoie en anapathe et ils vont nous dire de façon certaine que c'est de l'endométriose. Puis enfin, récemment, vous en avez tous entendu parler, c'est le test salivaire qui n'est pas encore pris en charge, qui n'est pas encore remboursé en France et qui est encore en France au stade de recherche, qui est proposé seulement à certaines patientes. En Suisse, certaines patientes vont le faire en Suisse, ça coûte quelque chose comme 400 ou 500 euros, qui a une très bonne sensibilité, une très bonne sensibilité et spécificité à plus de 95%. Qu'est-ce que ça apporte ce test? Pour l'instant, ça ouvre surtout des perspectives intéressantes. Est-ce que ça apporte quelque chose vraiment aujourd'hui pour la prise en charge de l'endométriose? A priori, non. Mais de savoir que juste avec un écouvillon dans la bouche, on peut rechercher et trouver de façon assez certaine de l'endométriose, ça ouvre des perspectives intéressantes pour la suite, pour les traitements, tout ça. Donc voilà concernant le diagnostic et ce qu'il faut savoir, très important, c'est la discordance radio-clinique. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un point très important dans l'endométriose. On voit que
imagerie qui est très étendue. Par exemple, une patiente qui vient, qui est infertile, qui a pas mal, on va lui faire une imagerie, une IRM ou une échographie, bon là j'ai une IRM pour le coup, qui a une endométriose très développée, qui explique du coup son infertilité. Et en revanche, elle a 0 douleur. Et à l'inverse, on a des patientes qui viennent, qui sont tordues de douleur tous les mois, avec des signes qui évoquent cliniquement de l'endométriose. On leur fait une imagerie. On va avoir des très petites lésions à l'échographie ou à l'IRM, ou parfois même des choses où on va se dire non, c'est pas possible que ce soit ça qui lui fasse mal. Alors bien évidemment, on va chercher le diagnostic différentiel. Parfois, ces patientes ont des consultations avec des urologues, avec des gastro-entérologues, elles vont voir les coloscopies, tout ça. Et à la fin, on n'a rien, et du coup, on a rien d'autre en tout cas que cette lésion d'endométriose. Pour cette patiente qui souffre tous les mois, il faut se dire que c'est ça, il faut rassurer. Et les patientes ont besoin de l'entendre, de le savoir que c'est ça qui leur fait mal. C'est important pour elles de mettre un diagnostic sur leur douleur. Ça ne va pas régler leur douleur, certes, mais en tout cas, toujours le fait de ne pas savoir ce que c'est très angoissant pour les patientes, et de trouver un diagnostic, ça permet vraiment ça permet vraiment d'avancer, d'avancer avec la patiente. Donc, concernant maintenant le traitement de l'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est un peu difficile. Il y a 3 axes principaux, voilà, c'est ce qu'il faut savoir. C'est l'axe médical, l'axe chirurgical et enfin l'assistance médicale à la procréation. Et en fait, selon chaque cas et dans chaque situation, on va opter pour un traitement ou parfois une combinaison des 2 traitements. Au niveau médical, le but, c'est quoi? C'est de mettre en aménorrhée. On a vu que c'était les règles qui créaient la maladie avec le reflux menstruel rétrograde. Donc, de mettre en aménorrhée, ça arrête les règles et donc ça arrête le développement de la maladie et ça arrête les douleurs. Donc, comment on met une patiente en aménorrhée? Ou par une pilule en continu ou alors par un stérilet. J'ai mis le stérilet, bien évidemment, c'est le stérilet hormonal et évidemment, ça a un effet contraceptif. Donc, c'est en première intention chez la patiente qui n'a pas de désir de grossesse. Maintenant, se pose la question, chez la patiente qui a un désir de grossesse, sachant que c'est contraceptif, on est un peu embêté. On va y revenir après. Et les analogues de la GnRH, ça permet ça de bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire et du coup, c'est assez radical, ça diminue pas mal l'inflammation, c'est assez intéressant. En AMP, juste avant une AMP ou avant une chirurgie, ça peut permettre de diminuer les difficultés chirurgicales, parfois d'améliorer les chances d'AMP selon le cas. Voilà, c'est intéressant. La chirurgie, ça dépend du type de lésion. Par exemple, les atteintes ovariennes, on sait que si on les opère, on va abîmer, il y a des risques d'altérer la réserve ovarienne. Donc, chez une femme qui est jeune et qui désire des enfants, on va plutôt éviter de faire ça. En revanche, quand il y a une atteinte d'organes, par exemple une atteinte rénale, parfois il y a des patients qui ont des dilatations, des cavités piélo-calicielles avec une diminution de leur clairance rénale. Ça, il n'y a pas de doute, il faut opérer c'est des chirurgies multidisciplinaires avec le gynécologue, l'urologue, et en cas de résistance au traitement médical. Et il faut savoir ce qui est pas important pour la chirurgie, c'est que pourquoi on ne le fait pas d'emblée? Parce ça pourrait être simple, on se dit: «On fait une chirurgie à tout le monde, au moins le problème est réglé». Non, parce que c'est des lésions qui parfois sont très étendues. On a vu que ça touche des organes, la vessie, le rectum. Donc c'est une chirurgie qui peut être risquée et on est efficace que si on enlève toutes les lésions. Et parfois on sait qu'on va pas pouvoir on est efficace sur les douleurs si on enlève toutes les lésions. On sait parfois on va pas pouvoir toutes les enlever. Alors voilà, c'est pour ça que c'est pas non plus il y a pas un consensus et de dire qu'il faut opérer toutes les patientes. Et l'assistance médicale à la procréation, c'est évidemment dans le désir de grossesse au premier plan et alors parfois désir de grossesse. Donc les situations, elles peuvent se mêler. Il peut y avoir un désir de grossesse au premier plan, mais avec une atteinte rénale ou avec des douleurs intenses et une patiente qui souhaite se faire opérer. Du coup, on va faire certes une PMA, mais aussi une chirurgie. Et du coup, si on fait une chirurgie première, il faut bien penser à proposer aux patientes une préservation de la fertilité, de congeler leurs ovocytes avant la chirurgie. D'où cette diapo qui est vraiment importante, c'est qu'il faut vraiment expliquer toutes ces options à la patiente et en gros, sur quoi on va choisir? En fonction de l'âge de la patiente, en fonction de si la patiente a un désir de grossesse ou non, en fonction de sa réserve ovarienne. Donc souvent, chez les patientes jeunes, on va faire une AMH, un compte des follicules, en fonction du type d'atteinte, de l'étendue des lésions d'endométriose. Évidemment aussi en fonction de ce que souhaite la patiente. Alors évidemment, on va lui proposer, mais parfois, comme vous avez vu, comme on a dit, les situations ne sont pas, plusieurs options sont possibles. Et le souhait de la patiente entre en compte dans la décision. Et tout ça se discute dans des staffs. C'est très important de faire ça, dans des staffs pluridisciplinaires avec des chirurgiens, des médecins de la fertilité, des radiologues
et des médecins de la douleur, parce qu'il y a toute la prise en charge de la douleur à côté par les équipes d'algologie. Ça se fait de plus en plus, il y a des équipes qui se créent, c'est très important pour aider nos patientes. Donc voilà pour le traitement. Et du coup, pour illustrer tout ça, j'ai juste 2 cas cliniques. 2 cas cliniques. Donc le premier, c'est une patiente de 29 ans, une patiente de 29 ans qui a déjà eu 2 enfants, qui consulte pour des douleurs chroniques, douleurs pelviennes chroniques évidemment, qui nécessitent une prise d'anti-inflammatoire. Elle vient pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher à notre interrogatoire? Donc, juste, je vais passer pour avancer. Donc, à l'interrogatoire, évidemment, on va chercher tous les signes qu'on a dit tout à l'heure, tous les types de douleurs. Et alors, on retrouve, nous, des dyspareunies, des rectorragies cataméniales et un endométrium de l'ovaire droit. Donc, on a fait du coup une IRM pelvienne qui retrouve une atteinte du ligament utérosacré gauche et l'endométrium droit, pardon, je l'ai mis, c'est dans l'IRM qui est pas dans l'interrogatoire. Bon, peu importe. Donc, une atteinte du ligament utérosacré gauche, une atteinte rectale et une atteinte ovarienne droite. Donc, quelle est la conduite à tenir dans ce cas-là? Ben, c'est assez important de. Ça illustre assez ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, dans ce cas-là, ça se discute, on peut faire ou la chirurgie ou la médecine. Les deux sont possibles. Alors, c'est une patiente qui a déjà eu 2 enfants, qui est jeune. Donc, a priori, on peut se dire que le traitement médical, elle n'a pas jamais eu de traitement, on peut se dire que le traitement médical en première intention, c'est intéressant. On va lui arrêter ses règles avec une pilule en continu. Et si ça ne fonctionne pas, on discutera de la chirurgie. Maintenant, et on se dit qu'elle a 29 ans, elle est jeune, donc peut-être qu'elle voudra encore d'autres enfants par la suite. Donc, si on peut éviter la chirurgie, d'autant plus qu'il y a une atteinte ovarienne. Maintenant, si la patiente nous dit qu'elle, elle veut plus du tout d'enfants, qu'elle n'a pas du tout envie de prendre une pilule, il y a des patientes qui ne veulent pas d'hormones, se pose la question de la chirurgie chez cette dame. Alors, on lui expliquera tous les tenants et les aboutissants de la chirurgie, qu'on va altérer sa réserve ovarienne, même si elle est sûre de plus. Voilà, si elle dit qu'elle ne voudra pas d'enfant, ben, on lui expliquera qu'en effet, il y a des risques de lui altérer sa réserve ovarienne. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est un cas. C'est vraiment des cas de tous les jours, hein, mais c'est un cas qui est typique où on peut choisir ou la chirurgie ou la médecine, comme je dis, le traitement médical. Et, euh, et voilà, c'est vraiment, ça montre qu'on est en discussion avec la patiente. Bon, a priori, on tentera le traitement médical en première intention, mais voilà, la question se pose et ça se discutera avec la patiente. Et enfin, au niveau du deuxième cas clinique, c'est une patiente de 35 ans qui n'a jamais eu d'enfant, jamais eu de grossesse. Elle consulte pour infertilité et c'est une patiente qui n'a pas mal, elle n'a pas de symptômes douloureux. Donc ça, on est dans le cadre de la PMA classique. Là, il n'y a pas de douleur, on ne pense pas à l'endométriose. Qu'est-ce qu'on va faire chez cette patiente? Je vous laisse me répondre si vous souhaitez. Si- N'hésitez pas à lever la main. ouais. Pelvienne? Exactement, mais alors en deuxième intention. Alors d'abord, oui, une IRM pelvienne, ce sera la suite, parce que là, on est dans le cas, on sait. Mais déjà, première chose, bilan de fertilité de première intention. Donc, hystérosalpingographie, spermogramme, bilan J3. On retrouve qu'on a des trompes perméables, un spermogramme normal, une bonne réserve ovarienne. Et à l'échographie faite, on ne voit pas d'endométriose visualisée. Mais pas d'endométriose, ça a été fait, c'était une échographie pour voir la réserve ovarienne. Ce n'était pas par un radiologue ou par un gynécologue qui est spécialisé dans l'imagerie de l'endométriose. Donc, en gros, on se retrouve face à une patiente, à un couple, il y a une infertilité avec un bilan normal, donc c'est une infertilité idiopathique. Elle a pas mal, et ben malgré ça, il faut vraiment rechercher de l'endométriose parce que c'est pas rare on a vu que l'endométriose, ça fait des douleurs et ou de l'infertilité. Et donc, c'est pas rare que chez ces patientes-là, on retrouve de l'endométriose. Donc, effectivement, on a fait une IRM pelvienne et l'IRM pelvienne retrouve une atteinte, on retrouve effectivement une atteinte profonde avec la racine du ligament utérosacré gauche. Et du coup, chez cette patiente de 35 ans qui a une atteinte profonde de la racine du ligament utérosacré gauche, la conduite à tenir avec une endométriose, une infertilité à 35 ans. Du fait de l'endométriose, on va très probablement aller directement en FIV. On ne va pas peut-être passer par des inséminations ou d'autres traitements. Donc voilà, c'est important d'avoir le réflexe chez des patientes infertiles avec un bilan normal de penser à l'IRM pelvienne. Donc voilà, en conclusion,
Donc, bon, parler d'endométriose en 20 minutes, comme j'ai dit au début, c'est tellement vaste et il y a tellement à dire sur cette maladie que c'est difficile. Mais voilà, c'était pour poser les bases et avoir des notions globalement sur la clinique, le diagnostic et le traitement. Et c'est important, voilà, juste de faire ça pour savoir faire à une patiente en première. Qu'est-ce qu'on fait face à la patiente qui vient nous voir pour la première fois? Et je ne l'ai pas dit au début, mais voilà, alors maintenant qu'on est de plus en plus formé, de plus en plus sensible à ça, le délai de diagnostic diminue, mais jusqu'à il y a quelques années, il y a 3 4 ans, le délai entre la première consultation pour douleur et le diagnostic d'endométriose, il était de 7 ans. C'était énorme, il y avait une énorme errance diagnostique. Donc, c'est vraiment important d'être sensibilisé à cette maladie qui est fréquente. L'intérêt de l'interrogatoire, voilà, ne pas passer une jeune femme de 20 ans qui vient nous voir, ou même de plus jeune, de 17, 18 ans, elle a des règles douloureuses, ne pas dire, ah ben non, madame, c'est vos règles, c'est normal. Non, non, pousser l'interrogatoire, pousser les examens, c'est hyper important. Ne pas hésiter à envoyer vers des centres de référence, de radiologie. L'IRM est normal, et si l'IRM est anormal, ben, l'envoyer, la traiter ou l'envoyer vers des centres de référence. Puis enfin, j'ai mis traitement personnalisé. C'est ce qu'on a vu. Il n'y a pas de traitement. C'est-à-dire, c'est pas un cancer où on sait que tout est ça peut être très standardisé les traitements. L'appendicite, on sait qu'on va opérer, des choses comme ça. Non, l'endométriose, c'est vraiment chaque patiente, chaque cas, l'âge, la réserve ovarienne, le désir de grossesse, tout ça. C'est vraiment plein de choses qui entrent en compte. Donc, c'est vraiment un traitement personnalisé. Voilà, c'est ça ce qui est important de retenir, globalement.